tous les cas, il y a un nouveau gouvernement. Je crois que c'est l'événement de cette année. Il semble qu'il va se maintenir. Il a tout intérêt à se maintenir. Je pense que ce gouvernement est destiné à se maintenir pour les 4 prochaines années. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur David Shapira, guide, historien, pour essayer de dresser un bilan, un peu comme nous l'avons fait avec Marc Abitbol, le docteur Marc Abitbol au début de l'émission, mais nous allons essayer d'évoquer un autre sujet qui a également marqué cette année 5781, c'est en particulier, on va dire, le dossier politique, puisque finalement, après 2 ans et demi de crise, l'État d'Israël a un gouvernement qui semble se stabiliser. Est-ce que vous pensez que c'est un gouvernement qui va tenir le coup, ou alors c'est un gouvernement tout à fait provisoire et aléatoire, David ? Écoutez, pour ne rien vous cacher, j'ai parié à un restaurant il y a quelques semaines que ce gouvernement tiendrait. Et évidemment, la pierre angulaire, ou plutôt la première épreuve qu'il devra affronter, qui va prouver que oui ou non il va se stabiliser, c'est évidemment le vote du budget qui est déjà passé en première lecture, en partie. Et il me semble qu'aucun des protagonistes qui sont dans cette coalition gouvernementale ne souhaite revenir à des élections. C'est un cauchemar, surtout lorsque cette année, malheureusement, cette nouvelle année 5782 qui s'annonce va quand même se focaliser toujours autour du corona. Et au-delà du problème médical, le corona est également un problème politique. Alors, je voudrais ici faire une petite... Oui, excusez-moi, je voudrais faire une petite remarque au sujet de cette année politique, parce que c'est une année très importante. C'est l'année du renversement du pouvoir, et je constate qu'il y a énormément de personnes, et je peux comprendre, qui sont très déçus et qui ont l'impression, on va utiliser l'expression, de s'être faire rouler dans la farine, parce qu'ils ont voté à droite, ils ont voté Bennett en pensant qu'un gouvernement de Netanyahou se constituerait, et ils se sentent trompés. Daniel, vous savez, depuis combien de temps vous et moi nous sommes dans le pays? Plus de 35 ans, presque 40 ans, peut-être même un peu plus, je ne sais pas. Mais rappelez-vous, nous avions voté Ariel Sharon qui n'avait jamais envisagé de déplacer ou d'expulser les familles de Gaza. Nous avons cru que Yitzhak Rabin, lorsqu'il a été élu au pouvoir, il a déclaré qu'il ne serrerait jamais la main d'Arafat. Ça aussi, nous y avons cru. Donc, il y a un moment où, dans la politique israélienne, c'est aussi la même chose dans la politique française avec, je vous ai compris, le général de Gaulle, où on doit être extrêmement prudent et ne pas croire aux promesses que nous font les futurs dirigeants avant les élections, et de savoir ce qui va se passer après. Après, c'est une autre chose, comme on dit en hébreu, Maché Roimikan Loremisham, c'est-à-dire ce qu'on voit lorsqu'on est dans l'opposition, on le voit pas quand on est maintenant à la tête d'un gouvernement. Et donc, tous ceux qui disent oui, mais ils nous avaient promis que... Tout le monde sait qu'on fait beaucoup de promesses qui sont des promesses, des paroles qui sont beaucoup des paroles en l'air avant les élections, et que on sait pertinemment que ces promesses-là ne pourront pas être tenues. Alors, ça s'appelle mentir? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a un nouveau gouvernement. Je crois que c'est l'événement de cette année. Il semble qu'il va se maintenir. Il a tout intérêt à se maintenir. Il y a une opposition maintenant qui est une opposition qui semble tout de même assez fragilisée. Comme on dit, les requins tournent autour de Benjamin Netanyahou pour savoir qui va lui succéder. Et je pense, on pourrait peut-être ressortir ce reportage, cette interview plus tard, mais je pense que ce gouvernement est destiné à se maintenir pour les 4 prochaines années. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé au niveau politique, parce qu'effectivement, il y a des changements majeurs. On a vu au cours de cette année passer un gouvernement Netanyahou-Gantz avec un Benjamin Netanyahou qui a refusé de tenir une promesse, un engagement, lui aussi, d'une certaine manière, il a menti, il n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite de poursuivre le gouvernement, il n'a pas voté le budget de l'État comme il en avait pris l'engagement. Mais d'un autre côté, il y a aussi, parmi les précédents auxquels on assiste, il y a aussi le fait que le Premier ministre aujourd'hui de l'État d'Israël, c'est un homme qui politiquement est affaibli parce qu'il est à la tête d'un parti qui n'a que 6 députés. Est-ce que vous pensez que ces 3 dernières années, on a tous les tabous, on va dire, politiques ont été violés de toutes les manières, et que cela va avoir un impact, on va dire, sur la vie politique en Israël à partir d'aujourd'hui? Écoutez, c'est pas la première fois que des tabous forts. Je me rappelle lors du gouvernement Shamir, vous voyez, ça remonte dans les années 80. Enfin, vous voyez,
on est ici dans ce pays déjà depuis des dizaines d'années, on commence un petit peu à avoir l'expérience. Je me rappelle que Yitzhak Shamir, lors de négociations pour tenter de former une coalition, avait signé des accords qui étaient, il y avait des accords écrits avec les partis orthodoxes. Les partis orthodoxes avaient dit, mais vous avez signé avec nous un accord. En fait, il avait violé l'accord. Et Yitzhak Shamir avait eu cette phrase extraordinaire. Il a dit, c'est vrai, j'ai promis, mais j'ai pas promis de tenir ma parole. Donc, vous voyez, c'est les promesses politiques que l'on fait avant, pendant, sont un peu des paroles en l'air. Mais ce qui est sûr, c'est que même à l'époque du gouvernement Netanyahou, il était aussi tenu par des partis orthodoxes et il était souvent obligé de faire des concessions sur des problèmes qui étaient des problèmes, je dirais presque existentiels, notamment pendant la crise du Corona. On l'a vu avec les pressions qui étaient faites pour que les prières se tiennent en nombre dans les synagogues, malgré l'épidémie. On a vu par exemple tout récemment la terrible catastrophe de Méron, 45 morts. Rappelez-vous l'incendie du Carmel, où il y avait eu 42 morts. Eh bien, tout de suite après, il y avait une commission d'enquête. Eh bien là, après la catastrophe de Méron, du mont Méron, eh bien, il n'y a pas eu de commission d'enquête. Sous l'époque de Netanyahou, sous pression des partis orthodoxes. Il a fallu attendre que ce gouvernement se mette en place pour qu'enfin on puisse nommer une commission d'enquête. Donc, vous voyez, tous les premiers ministres sont en fait victimes d'une forte pression des petits partis, que ce soit des partis orthodoxes, ça peut être même le parti aujourd'hui, le parti arabe, ou tous les petits partis qui forment cette coalition. Et évidemment, ils sont tiraillés. Mais encore une fois, il faut voir tout d'abord deux choses. L'intérêt du pays, est-ce que c'est son intérêt d'aller à des élections ou non ? Et deuxièmement, est-ce que c'est surtout l'intérêt des 120 députés d'aller maintenant aux élections ? Alors peut-être pour certains députés de l'opposition, oui, mais en tous les cas, en ce qui concerne les députés qui font partie de cette coalition gouvernementale, ils ont tout intérêt à conserver une stabilité pour tout le monde, parce que on le sait très bien, il y a des partis qui vont s'effacer s'il y avait des élections, comme le parti Ra'am de Mansour Abbas, comme Naftali Bennett, qui n'est plus sûr d'avoir même les 6 députés s'ils se représentent dans quelques mois pour de nouvelles élections. Alors, on en a beaucoup parlé, là ça nous projette vers les perspectives de l'année suivante. On en a parlé ces 2 dernières semaines, depuis la rencontre entre Bennett et Biden, on a le sentiment, un petit frémissement de retour vers une possible négociation entre Israéliens et Palestiniens. On voit même le roi Abdallah qui a accueilli le président Herzog, c'est une révélation d'hier soir. Vous avez, le sentiment que Naftali Bennett peut se permettre de cautionner ou même de participer à de telles négociations, puisque vous dites que vous partez du principe qu'un Premier ministre peut mentir. Alors, est-ce qu'il peut mentir là aussi sur ce plan-là et dire je vais m'engager sur la voie d'une négociation avec les Palestiniens, peut-être pour limiter les dégâts, pour éviter qu'il y ait un État ou toute autre raison ? Écoutez, tout d'abord, à la première question, la réponse à votre question, est-ce qu'il peut mentir ? Oui. Un Premier ministre peut mentir, doit mentir. Il a des secrets d'État qu'il ne peut pas révéler. Ouh là là, doit mentir. C'était pas ce qu'on disait à l'époque de Netanyahou. On disait que c'est pas correct de mentir. Non. Je dis, quand on ne révèle pas tous les secrets et tout ce qui se passe, on peut appeler ça une forme de mensonge. Mais de toute façon, on n'est pas Premier ministre, se doit à des réserves. Et encore une fois, quand on évoque la question palestinienne, je crois qu'il faut diviser déjà la réponse en 2 parties. Il y a évidemment ce qui se passe dans la bande de Gaza et le Hamas, qui est très préoccupant parce que c'est un problème qui n'est toujours pas résolu et dont on ne voit pas la fin. Et il y a ce que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas en Judée-Samarie. Et comme vous le savez, et comme nos auditeurs doivent le savoir, il existe encore aujourd'hui, et heureusement, une étroite collaboration dans les domaines de la sécurité entre l'autorité palestinienne et les forces de sécurité israéliennes. Ça, c'est très important, parce que lorsque nous voulons arrêter un terroriste dans une ville palestinienne, dans un village, eh bien, nous prévenons en général les autorités palestiniennes d'une opération, et ces derniers, en général, laissent faire Tsahal pour arrêter les terroristes, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, ce que je peux dire en une phrase, sans prendre position si c'est bien ou non de négocier ou pas, tant qu'il y a un dialogue, ce sera bénéfique pour les 2 parties. On sait que Mahmoud Abbas, à son âge avancé, avec peut-être un peu malade, n'a pas envie de faire une révolution et de s'engager dans des grandes réformes. Je pense que le gouvernement Bennett, c'est la même chose. En plus, il est tenu par sa coalition, une coalition très étroite et avec des intérêts très différents, on l'a vu. Et il me semble que tant qu'il y existe un dialogue, encore une fois, c'est dans l'intérêt de l'État d'Israël et de l'autorité palestinienne, parce que Mahmoud Abbas a besoin d'être soutenu par Israël,
On a parlé d'un prêt, etc., soutenu économiquement. Et Israël a besoin aussi d'asseoir sa sécurité sur ce qui se passe dans les territoires de Judée et Samarie, parce qu'ils sont trop proches de nos métropoles, nos villes, de nos grandes villes comme Kfar Saba, Netanya, Jérusalem, etc. Donc, encore une fois, là, il n'y a pas une question politique, il y a une question de sécurité, et c'est ce qui est le plus important pour l'État d'Israël, c'est d'assurer sa sécurité. Et encore une fois, je voudrais juste encore une fois revenir sur la question politique au sujet du meurtre, de l'assassinat du soldat Barel Shmueli Zichrono Livracha. Là encore une fois, on entend des voix qui s'insurgent contre le fait que Tsahal ne laisse pas ses soldats tirer ou limite ses soldats suite à des directives pour ouvrir le feu. Vous voyez, Daniel, je suppose que vous êtes depuis longtemps dans l'information et on écoute tous, ça fait déjà 30 ou 40 ans qu'on entend ce genre de dialogue à chaque fois. Quasiment à chaque fois qu'un soldat tombe, on dit voilà, c'est parce qu'on lui a empêché d'ouvrir le feu sur ses ennemis et qu'il fallait demander l'autorisation. C'est dommage de transformer cette douleur, cette peine, cette tragédie en une question politique. On sait très bien que les consignes pour ouvrir le feu ne changent pas, que lorsqu'un soldat est en danger, il doit tirer, il se doit de tirer, et s'il ne le fait pas, c'est une faute. Il y a là une bavure. Il y a là une erreur une erreur d'évaluation de la part des officiers, pas une limite aux consignes pour ouvrir le feu. Et il me semble que Tsahal doit terminer son enquête et surtout, cette fois-ci, ce qui n'est pas le cas dans d'autres occasions, doit dire la vérité de ce qui s'est passé au public, parce que c'est une tragédie qui a atteint une ampleur nationale avec le film qu'on a vu, avec la propagande du Hamas. Et encore une fois, dans ce cas précis, il faut que Tsahal dise la vérité, il faut que Tsahal désigne des officiers qui n'ont pas empêché les soldats d'ouvrir le feu, mais qui ont mal évalué la situation et qui n'ont pas donné les ordres adéquats pour éviter que Barel Shmueli soit tué de cette façon. Alors une dernière question, et nous terminerons ainsi cet entretien avec une sorte de perspective. L'avenir, l'année 5782, vous la voyez peut-être plus apaisée que les 2 précédentes années dans la société israélienne ? Écoutez, à chaque fois, je vous dis la même chose. Dans le Talmud, la prophétie, il est décrit que la prophétie a été enlevée depuis la destruction du Second Temple, sauf pour les imbéciles et les enfants. Bon. Or, comme je ne suis pas un enfant, je me risquerais pas à faire une prophétie, mais malheureusement, il me semble que, et c'est d'après les évaluations de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, il me semble que l'année 1782 sera encore dominée par cette ombre du corona, d'un peu de nouveau variant qui pourrait être encore plus agressif et encore plus contagieux. Il me semble que, à notre grande peine aussi, le corona sera l'actualité qui va marquer 5782, en espérant, encore une fois, que cette épidémie s'arrête. Mais tant qu'une grande majorité de la population mondiale ne sera pas vaccinée, et tant que, par la force des choses, encore beaucoup de personnes continueront à circuler dans le monde, eh bien, il y a fort à penser et fort à craindre que le corona restera l'information de l'actualité dominante de cette année 5782 qui viendra. Mais évidemment, j'adresse mes vœux et j'ose espérer que nous puissions vite et rapidement retrouver une vie normale, que nos confrères juifs qui n'ont pas de parents au premier degré puissent se rendre librement en Israël, ainsi que nos frères non juifs puissent visiter ce pays qui est aussi une terre sainte pour eux, et que nous puissions revenir à la normale. Et je pense à tous ceux aujourd'hui qui sont frappés par le corona, qui sont au chômage, qui sont sans activité, qui ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Eh bien, je crois que c'est une situation très inquiétante et on espère que vraiment 5782 sera une année, encore une fois, d'espoir, d'ouverture et peut-être d'un début de nouvelle prospérité. Eh bien, on l'espère avec vous. Merci beaucoup, David Shapira.